Sous ce soleil levant, illuminant la rive droite coule le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazone. Prenant sa source en République démocratique du Congo, il constitue l'épine dorsale d'un vaste réseau hydrographique avec 4700 km de parcours jusqu'à l'océan Atlantique. Mais ne s'étend sur le fleuve du Congo que sur 700 km. Le fleuve Congo renforce l'éclat du paysage brazzavillois en arborant des sites naturels prodigieux comme l'île Mamo en amont et les cataractes de Brazzaville en aval. Inscrit en 2009 à la Convention Ramsar à cause de sa forte concentration d'oiseaux, le site des cataractes de Brazzaville s'étend pratiquement sur 2500 hectares. À cet endroit, le lit du fleuve se resserre et admet une vue très rapprochée de la façade fluviale de Kinshasa. La présence d'une formation géologique, un plateau sablo-graisseux appelé grès de Lutésie, constitue la cause de succession de flots puissants et rapides, s'enchaînant de cascade en cascade, créant ainsi des conditions insurmontables de navigation jusqu'à son embouchure. Le Congo reçoit avec fracas la rivière Djoui, qui prend sa source dans le département du Pô. Sur le pont, on peut contempler de près son embouchure. Au cœur de ce site fluvial se dresse également l'île du Diable, encore décorée d'une végétation naturelle et sert d'abri à plusieurs espèces d'oiseaux. Au crépuscule, on peut assister à un cortège d'hirondelles et de hérons survolant la surface des flots. D'aucuns disent que l'île abrite d'autres espèces animales. Cependant, l'île reste inaccessible jusqu'à nos jours à cause des difficultés de navigation. Elle continue pourtant de nourrir mystères et légendes. Nombreux des riverains sont persuadés que l'île est hantée, ce qui justifierait son appellation et son abandon. Les cataractes de Brazzaville offrent des curiosités touristiques fascinantes. Certains visiteurs y viennent pour la détente, le loisir et la restauration. D'autres pour l'escalade des rochers et des balades en pirogue. Les circonstances font que nous y rencontrons les écoliers accompagnés de leurs encadreurs dans le cadre des activités de classe promenade. Le site est beaucoup fréquentable pendant la saison sèche, de juin en septembre, période pendant laquelle les flots diminuent et laissent émerger rochers et bancs de sable. Profitant des basses eaux, les riverains s'adonnent à la lessive et à la baignade. D'autres à la pêche et au lavage des véhicules. À cause du grès de l'Inquisition, la musique des cassures de pierre se fait résonner à chaque instant avec des instruments rudimentaires. Les véhicules faisant des va-et-vient alimentent ainsi la ville en matériaux de construction. Bref, le site regorge de l'activité. Bien que faisant vivre certains et servant le tourisme à d'autres, les activités humaines polluent le site et peuvent causer par conséquent d'énormes impacts environnementaux. Et que serait l'avenir de ce site si on y prend garde? Constatons comme vous que le fleuve Congo est aujourd'hui menacé par diverses sortes de pollution dues aux déchets divers qui sont charriés par les eaux de pluie et qui ont plusieurs origines. Le site est devenu un véritable dépotoir de déchets. Avec une population avoisinant 2 millions d'habitants,
Brazzaville produit environ 25 000 tonnes par jour, mais seulement 400 tonnes de déchets sont quotidiennement collectés. Ayant encore des équipements limités dans le traitement des déchets, Brazzaville en déverse une bonne partie dans le fleuve. Dans une capitale où la gestion des déchets est encore un grand défi pour la municipalité de Brazzaville, beaucoup d'endroits dans la ville ne sont pas encore bénéficiaires de ce service public. Et que font les ménages? Même quand il y en a, même quand les bacs à ordures sont là, certains ménages ou certaines personnes n'hésitent pas à jeter leurs déchets dans la rue. Certaines personnes n'hésitent pas à jeter leurs déchets dans les collecteurs naturels ou les collecteurs construits par les pouvoirs publics. Certains cours d'eau de l'intérieur de la ville servent d'escorte aux déchets jusqu'au fleuve. Depuis l'amont du fleuve, ces déchets s'entachent au niveau des cataractes lors de la diminution des eaux, ce qui permet d'apercevoir différentes sortes de déchets. J'essaie de parcourir le long du fleuve. Je constate des déchets. Il y a des bouteilles, des sachets plastiques et tout ce qu'on peut retrouver dans un ménage. Les actifs de graissage et de lavage des véhicules occasionnent le ruissellement des huiles moteurs vers le fleuve, et plus en amont par les embarcations fluviales. De même, la décoloration des habits trempés et la pratique de la lessive avec du détergent chargent les eaux en composition chimique. Lors de la saison de pluie, la montée des eaux refoule les déchets dans les habitations aux alentours. Certains constituent d'efficaces supports flottants de bactéries. Il y a une forte montée des eaux. Nous pouvons même estimer cette hauteur de 5 mètres. C'est quelque chose d'inhabituel. Et quand nous voyons cette montée des eaux occasionne aussi le rejet des déchets plastiques et autres déchets ménagers le long du fleuve. La quantité de déchets déversés et accumulés est pour l'instant méconnue. Mais à vue d'œil, 70% environ des déchets sont constitués de matière plastique. Nous n'avons pas encore fait d'études exhaustives pour mesurer l'état de la pollution du fleuve Congo. Mais nous disons que c'est une pollution silencieuse. Comparativement à d'autres, le plastique est l'un des déchets dont la décomposition dans l'eau s'effectue lentement. La plupart de nos cours d'eau sont envahis par ces déchets qui ont du mal à se dégrader. Et pour se dégrader, ça peut prendre plus d'1 siècle. Ces différents déchets ont des impacts considérables dans la dégradation de l'environnement fluvial. Le plastique diminue l'oxygène des eaux par effet de contamination chimique et influence la qualité des eaux. Bien que de faibles teneurs, la pollution des eaux par des huiles moteurs et du détergent ont également une influence sur la qualité des eaux. L'eau étant indispensable à tout usage, il serait judicieux de s'intéresser aux effets de la mauvaise qualité des eaux du fleuve. Ce ne sont pas l'eau potable. Cette eau-là, lorsqu'elle est contaminée, il y en a qui l'utilisent pour le maraîchage. Mais malheureusement, aucune étude n'est faite, une étude préalable n'est faite pour se rassurer que l'eau utilisée par les maraîchers, l'eau utilisée par ceux qui en font un usage pour la baignade par exemple, que cette eau-là est propre. Donc, la problématique de la pollution de l'eau aujourd'hui a un intérêt pratiquement mondial. Et donc surtout avec le problème des déchets plastiques actuellement, qui est une arme silencieuse, et de plus en plus certaines voix s'élèvent pour pouvoir démontrer la toxicité de ces matières en plastique. En effet, l'eau polluée n'épargne en aucun cas la santé humaine.
Nous avons aussi d'autres maladies qui sont dues également à la pollution d'eau, notamment les cancers de la peau, des démangeaisons, des gales par-ci par-là. Et donc, il y a aussi des douleurs abdominales, des gastro-entérites. Le plastique dans l'eau se décompose en microparticules et sert d'aliment aux poissons, ce qui influence d'une part la diminution du taux de croissance des poissons et empêche l'éclosion des œufs, et d'autre part influence la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il est démontré, il y a des études qui démontrent que les ressources halieutiques, donc les poissons et autres qui sont dans le fleuve, consomment les plastiques. Ces plastiques vont être fragmentés en ce qu'on appelle des microplastiques qui vont être ingérés par les poissons et ces mêmes poissons vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Le rapport du Fonds mondial pour la nature, publié le 11 juin 2019, stipule que les plastiques ne polluent pas juste nos rivières et océans. Ils ne tuent pas seulement la vie marine, mais ils sont en chacun de nous. Un individu moyen pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. Un additif qu'on retrouve dans le plastique qu'on appelle le biphénol A. Et donc c'est vraiment très toxique pour l'organisme. Il serait raisonnable de signifier que plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans nos océans en provenance des terres fermes. Uniquement pour la pollution plastique, l'océan est devenu le 7e continent parce qu'il y a effectivement des zones entières, des surfaces entières alors de la taille de l'Afrique centrale qui sont aujourd'hui polluées par les déchets plastiques, mais déchets plastiques qui viennent de la terre ferme. Donc. Même des baleines qui se sont échouées dans des plages dont après avoir fait les autopsies, on avait retrouvé beaucoup de déchets de plastique, des sachets en plastique et qui ont été la cause des décès de ces baleines et bien d'autres animaux. Il y a le phénomène d'érosion qui se fait à grande échelle tout le long du fleuve. Les arbres le long du fleuve sont en train de perdre la terre et les racines sont exposées et cela va conduire à l'instabilité. Mais l'une des causes des érosions serait en fait en rapport aussi à la mauvaise gestion des déchets plastiques. Parce que ces déchets se retrouvent une fois dans le sous-sol ou dans le sol, va instabiliser le sol. Actuellement, le fleuve Congo représente une urgence dans sa préservation. Ce patrimoine qui fait désormais la une mondiale sur les questions de changement climatique nécessite de recadrer l'interaction entre les Congolais et le fleuve. Le fleuve Congo est notre patrimoine commun. Pour les ménages, nous conseillons de ne pas jeter les ordures dans les cours d'eau et dans le fleuve Congo. Et tous ceux qui vont au fleuve Congo pour nettoyer leur véhicule, ils doivent excessivement faire attention de façon que les huiles et les carburants ne coulent pas dans le fleuve. Continuer de sensibiliser la population, continuer d'éduquer la population pour qu'elle comprenne que la bouteille que vous jetez dans la rue peut se retrouver au fleuve Congo. Le poisson que vous consommerez plus tard peut l'avoir mangé aussi. Le conseil que l'on peut donner pour la population, c'est qu'aujourd'hui, il est indispensable le plastique dans nos différents ménages. On pourrait dire presque dans tous les ménages du monde entier, on retrouve ces éléments-là. Et donc, après avoir fait usage, il n'est pas bon que ces matières en plastique se retrouvent dans nos eaux. La pollution des déchets n'est pas prise en compte à sa juste mesure. Pourtant, le danger qui nous guette est hautement plus dangereux. L'Association pour la valorisation des patrimoines et des terroirs a réalisé ce film documentaire afin de mettre en exergue la situation de pollution silencieuse du fleuve en vue de la prise de conscience dans l'assainissement, la réduction et la revalorisation des déchets du fleuve échouant dans l'océan Atlantique. En effet, responsabiliser le consommateur et le producteur serait un atout majeur dans la réduction des déchets. En droit congolais, seul le consommateur a la responsabilité de s'occuper, dans les normes réglementaires, du déchet généré par lui. Le producteur ou l'entreprise
où le commerçant ou l'industriel qui met son produit sur le marché n'est pas responsabilisé. Alors, nous avons fait une étude qui a été publiée l'année dernière par le PNUE, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et il a été révélé donc, dans cette étude que la responsabilité élargie des producteurs est désormais consacrée dans le cadre juridique de plusieurs pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne responsabilise plus seulement le consommateur, mais aussi celui qui a mis le produit sur le marché, qui finira par générer les déchets. Donc, je prends un exemple très simple pour revenir à ce que je disais. L'entreprise qui met sur le marché les boissons et autres conditionnées dans des bouteilles en plastique à usage unique sera appelée à contribuer, soit par la fiscalité ou directement par le financement des organismes spécialisés pour le traitement de ces déchets. Visitant certains cours d'eau de Brazzaville, les membres de l'association proposent une idée de réduire le drainage des déchets vers le fleuve. Il existe plusieurs cours d'eau dans la ville de Brazzaville qui se jettent dans le fleuve. Et en se jetant dans le fleuve, ils drainent avec eux tous les déchets que les gens jettent dans ces cours d'eau. Et donc nous, au niveau de l'association pour la valorisation des patrimoines et des terroirs, nous proposons que les gestionnaires de la cité construisent des filets de rétention de ces déchets pour qu'ils ne se retrouvent pas dans le fleuve. Et comme sont des déchets, nous pourrons réduire le taux de pollution de notre fleuve. Aux alentours de Capara, certains ont opté pour la revalorisation en concevant des chefs-d'œuvre en bois de conserve et en bouchant. Ce qui d'ailleurs a suscité la curiosité de l'équipe de tournage à Siran. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup. Le quartier, c'est les rapides. D'accord. Donc, et le site, c'est le CEFAP. Donc, c'est une centre culturelle. Quand je suis rentré, j'étais curieux de savoir que vous faites un grand travail sur la valorisation des déchets. D'où vous avez eu cette idée-là? L'idée est venue par la présidente de l'association qui est Florence Ndelampassi. On sortait d'une exposition de l'UNESCO. Et elle m'avait dit, Madame Tonda, j'ai eu un rêve que j'ai vu des trucs en déchets, donc on peut les réaliser. C'est magnifique quand on est là, on voit les éléphants, j'ai vu le poisson aussi et d'autres représentations magnifiques des œuvres d'art. Mais combien de temps ça peut me prendre de mettre en place un éléphant avec les bouchons de bière, s'il vous plaît? Pour réaliser une sculpture comme ça avec les capsules de bière, d'abord ce sont des milliers de bouchons qu'on n'a pas pu compter. Donc le temps, ça nous a pris une année. Le ramassage aussi, ça aussi, c'est notre temps. Et le temps aussi de faire l'armature. On a fait le recyclage et représenter des déchets en deuxième vie. Voilà, là on a monté l'éléphant capsule de bière. Donc ça veut dire avec des déchets, mais avec des bouchons, on peut réaliser quelque chose de valeur. Est-ce que les populations se sentent concernées par ce projet? Oui, ils s'intéressent beaucoup. Voilà pourquoi ils ont envoyé leurs enfants pour venir faire la formation. Ils viennent avec les sacs, ils viennent nous déposer. Ça veut dire que ça leur intéresse. Même les blancs d'Odzala, ils venaient aussi déposer. Il y avait un blanc qui était venu avec sa voiture pleine de sacs de bouchons et des sacs, des boîtes. Il était venu déposer pour nous aider à faire les sculptures. Écoutez, moi je suis très heureux d'être dans ce centre-là. Et j'aimerais revenir ici chaque jour parce que c'est magnifique. C'est unique en son genre. On n'a pas un centre comme ça à Brazzaville. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire. Non, il n'y en a pas. Voilà.
Donc je vous félicite, hein, je vous félicite et bonne continuation. À titre de rappel, les cataractes de Brazzaville représentent un véritable emblème historique. L'explorateur anglais Stanley l'avait déjà décrit pour la première fois en 1877 comme une beauté impressionnante rarement égalée et comme une réserve à sauvegarder. Au temps de l'esclavage, l'emprunt des pistes de caravanes jusqu'en mer constituait l'option inévitable après le débarquement des esclaves et des richesses des embarcations fluviales venant du nord. La situation des cataractes l'avait imposé aux administrations coloniales des deux rives, ce qui a suscité la prise de décision de construire les deux chemins de fer pour l'acheminement des richesses jusqu'à l'océan. Au Congo belge, la ligne ferroviaire a été construite entre 1890 et 1898 de Kinshasa à Matadi. Et au Congo français de 1921 à 1934 de Brazzaville à Pointe-Noire. À l'époque coloniale, cette zone étant très stratégique dans le trafic commercial, les cataractes vont favoriser la création des deux villes les plus rapprochées du monde, à savoir Brazzaville et Kinshasa.